Bonjour à tous. Nous sommes le lundi 30 mars 2026 et notre cher ami Paul Craig Roberts est avec nous. Bon retour parmi nous, Paul. Merci, Nima. Permets-moi de commencer, Paul, avec le scénario de Donald Trump. Chaque lundi, il parle de négociations qui se déroulent en coulisses, essayant de manipuler le marché. Il semble que, cette fois-ci, le stratagème ne fonctionne plus. Et voici ce que Karoline Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche, a déclaré à la presse à propos de ce qui se passe en coulisses. Donald Trump dit-il vraiment la vérité sur ce qui se passe? Ou s'agit-il de quelque chose de différent de ce qu'il essaie de faire croire? Voici ce que Karoline a dit. Ces messages contradictoires entre les États-Unis et l'Iran. Je sais que le président affirme que des négociations sont en cours. Comme vous venez de le mentionner, il a également déclaré que l'Iran avait accepté la plupart des 15 points. Mais nous venons d'entendre à nouveau l'Iran. Ils affirment qu'aucune négociation n'a lieu. Ils qualifient la proposition de sensible et d'irréaliste. Alors comment conciliez-vous cela? Comment expliquez-vous cette divergence entre les deux? Je pense que le peuple américain est suffisamment intelligent pour ne pas prendre pour argent comptant la parole d'un régime terroriste qui scande « Mort à l'Amérique » depuis 47 ans. Et j'espère que les journalistes présents dans cette salle sont assez avisés pour ne pas faire confiance à un régime iranien qui a menti à maintes reprises sur notre pays, nos valeurs et franchement, sur toutes les personnes ici présentes depuis près de 5 décennies. Je pense donc que ce public américain est assez intelligent pour comprendre. Paul, qui ment? Les Iraniens en parlent. Il n'y a rien. Aucune négociation, aucune discussion, rien ne se passe en coulisses. Même par l'intermédiaire du gouvernement pakistanais, il ne se passe rien. Mais Donald Trump affirme que tout se passe à merveille, qu'ils acceptent, que nous réussissons très bien dans ces négociations. Qu'en penses-tu? Quelle est ton interprétation? Eh bien, il dit aussi que nous avons détruit l'Iran et que nous avons gagné la guerre. Vous savez, si vous demandez pourquoi Trump affirme que les négociations se passent bien ou que l'Iran a accepté, je n'en sais rien, car ça n'a aucun sens. Il est clair que les Iraniens ne négocient pas. Leur position a été rendue parfaitement claire. Donc il me semble que Trump est simplement en train de se présenter comme quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance. Et je ne vois pas en quoi cela sert le président ou les États-Unis. Je pense qu'il devrait arrêter de dire des choses qui ne sont pas vraies, car sinon, les gens ne le croiront pas quand il dira des choses qu'ils sont. Oui, tu vois une sorte de plan de sa part? Parce qu'il parle d'une invasion terrestre. En gros, tu sais, là où nous en étions avant que cette guerre n'éclate en Pologne. Tout tournait autour du programme nucléaire, du missile, du programme de missiles balistiques. En ce moment, l'objectif principal est de rouvrir le détroit d'Ormuz, qui était ouvert avant le début de cette guerre. Et laisse-moi te faire écouter ce que Scott Bessent a dit à propos du marché. Il est bien approvisionné et nous voyons de plus en plus de navires passer chaque jour, à mesure que certains pays concluent temporairement des accords avec le régime iranien. Mais avec le temps, les États-Unis vont reprendre le contrôle des détroits et la liberté de navigation sera rétablie, que ce soit grâce à des escortes américaines ou à une escorte multinationale. Parce que tu parles de Donald Trump et de la façon dont il essaie de décrire ce qui se passe. Tu regardes Scott Bessent et personne ne semble parler de la réalité de ce qui se passe réellement.
Qu'est-ce que ça veut même dire de le reprendre? Eh bien, les États-Unis ne l'ont jamais eu. Apparemment, le secrétaire au Trésor pense que le détroit d'Ormuz était quelque chose que nous contrôlions et qui nous a d'une manière ou d'une autre échappé pour tomber entre les mains de l'Iran et qu'il faut maintenant le reprendre. Je ne pense pas que cela veuille dire quoi que ce soit. Nous avons vu que les États-Unis n'ont pas assez de confiance pour déployer leur marine à proximité du détroit. Alors, comment comptent-ils le reprendre? Ce ne sont que des paroles. Netanyahou a mis les États-Unis et Trump dans une très mauvaise situation. Nous sommes dans une situation très grave. Il ne semble pas que nous puissions gagner la guerre à moins d'utiliser des armes nucléaires. Et si nous ne pouvons pas gagner la guerre, alors comment en sortir? Ce n'est pas clair. Je pense que Trump, lorsqu'il fera son annonce, espère presque que les Iraniens verront cela comme un moyen de lui permettre de sauver la face afin de mettre fin au conflit. Mais les Iraniens n'ont montré aucune inclination en ce sens, à juste titre. Parce que si ce conflit se termine avant que l'Iran ne gagne, il reprendra dès que les États-Unis et Israël auront accumulé suffisamment de missiles. Donc je pense que les Iraniens ont décidé que cette affaire devait être réglée de manière définitive. Pour ma part, je pense que la seule façon de la régler définitivement serait que l'Iran détruise Israël, car tant que les Israéliens poursuivront leur projet du Grand Israël, le conflit ne pourra pas se terminer. Maintenant, les Iraniens semblent essayer d'éviter d'avoir à détruire Israël en posant des conditions qui rendent Israël impuissant et en obtenant des garanties à leur puissance pour qu'Israël cesse toute son agression et rêve le Moyen-Orient. Je ne pense pas que ce soit réaliste de la part des Iraniens. Israël dira tout ce qui sert ses intérêts, et Trump fera de même. Les Iraniens n'ont donc aucune raison de faire confiance à quoi que ce soit que le gouvernement israélien ou le gouvernement américain puisse dire. Ils doivent en gros détruire Israël et toutes les bases américaines. Et si les chèques pétroliers du Golfe Persique continuent de servir de base à l'attaque israélo-américaine contre l'Iran, alors l'Iran doit aussi détruire ses États. Ce n'est pas une guerre qui peut être réglée par un quelconque accord. Elle ne peut être réglée que militairement. Elle doit être réglée comme les Romains réglaient les choses. Et si les Iraniens ne sont pas à la hauteur, ou si cela représente trop d'agressivité pour eux, alors cela continuera simplement à se perpétuer. Cela durera éternellement. Je ne vois aucune raison pour que les Iraniens tolèrent cela. Paul, ce qui est arrivé jusqu'à présent à Israël, c'est que l'Iran a considérablement réduit la capacité d'Israël à se défendre, notamment en matière de radars. Les radars les plus importants d'Israël ont été touchés par des missiles et des drones iraniens. C'est pourquoi on voit autant de victimes au Liban. Ils détruisent, en une seule journée, ils ont détruit 20 chars Merkava, des chars israéliens, et ils subissent des pertes. Tu sais, le chef de Tzahal a déclaré que l'armée était au bord de l'effondrement. Il y a beaucoup de signes montrant qu'Israël, même avec l'invasion de l'Iran dans la partie sud du détroit d'Ormuz, affirme qu'il ne participera pas à cette opération. Ce seront uniquement les Américains qui l'amèneront. Tu vois la fragilité venir de l'intérieur. Ce qui arrive à Israël en tant qu'armée qui portait ce rêve d'un grand Israël dans cette région. Mais Paul, lorsqu'il s'agit de l'Asie de l'Ouest, il semble qu'après la destruction de tous ces radars dans le Golfe Persique, dans les États arabes, les Israéliens pensent qu'ils peuvent avoir. Car aujourd'hui, on parlait du fait que les États-Unis allaient construire une nouvelle base en Israël
pour la défendre. En gros, installer tous ces radars qui étaient censés se trouver dans le Golfe Persique, dans ces États arabes, et les déplacer en Israël pour la protéger. Voici ce que Donald Trump a déclaré lors de sa dernière réunion de cabinet, lorsqu'on lui a demandé si les États-Unis allaient quitter l'Asie de l'Ouest, le Golfe Persique et les États arabes. Voici comment il a répondu. Certains rapports indiquent que les alliés du Golfe s'inquiètent de mettre fin à la guerre trop tôt, ce qui pourrait potentiellement laisser l'Iran dans une position plus forte. Eh bien, ils aimeraient probablement que nous restions. Mais si nous ne restons pas, écoutez, la chose formidable avec les avions qui volent à 3200 km à l'heure, c'est qu'on peut y retourner très vite. Si nous ne restons pas, nous continuerons quand même à les protéger. Nous savons qu'ils ont été très bons. Et le Qatar, l'Arabie saoudite en particulier. Il semble que tout le plan consiste à construire une nouvelle base en Israël pour la défendre. Car, vu la tournure que prend la guerre, avec le temps, Israël va être dévasté. Ce n'est pas seulement l'Iran. On voit l'Iran, le Hezbollah et la combinaison des deux forces exercer une forte pression sur Israël. Bien sûr que oui. Et si les États-Unis construisent une grande installation radar en Israël, elle sera détruite elle aussi. Les missiles iraniens détruiront les stations radar où qu'elles se trouvent. Cela n'a pas vraiment d'importance. Elles seront détruites. En fait, ils ne pourront probablement même pas les construire, car elles seront frappées pendant leur construction. Tout dépend vraiment de savoir si les Iraniens ont l'instinct de tueur. Ils devront détruire Israël si l'Iran veut survivre. Il n'y a pas d'autre moyen pour la nation iranienne d'exister, à moins que le peuple israélien ne rejette l'agenda sioniste. Maintenant, il y a une sorte de nouveau développement en Israël, au sein de la population. Par le passé, le projet sioniste du Grand Israël ne signifiait pas grand-chose pour eux. Il pouvait être associé à la lutte contre les terroristes palestiniens. Nous devons faire face aux Palestiniens. Mais aujourd'hui, certains Israéliens comprennent que les missiles qui tombent sur Tel Aviv et dans certaines zones de colonies en Cisjordanie, qu'ils ont prises aux Palestiniens, détruisent des maisons et tuent des gens. C'est la conséquence du Grand Israël. Ce n'est donc pas impossible. Je ne sais pas à quel point c'est probable. Mais le peuple israélien pourrait se lasser de cette punition et réaliser que tout cela résulte de ce rêve sioniste selon lequel Israël devrait s'étendre du Nil au Pakistan. Je pense que pour la plupart des Israéliens, cela n'a probablement pas beaucoup de sens. Le sionisme représentait autrefois un petit pourcentage de la population, et c'est peut-être encore le cas en termes d'engagement fervent. Je crois que les Israéliens ont eu tendance à l'accepter parce qu'ils n'en voyaient pas le coût pour eux. Au contraire, ils avaient enfin affaire aux terroristes palestiniens et aux menaces minimales que les Palestiniens représentaient pour les Israéliens pris à découvert ou dans des situations similaires. Mais cette évolution, Nima, pourrait provoquer un changement de gouvernement en Israël qui mettrait en veilleuse l'agenda sioniste. Cela ne se produira pas si l'Iran relâche la pression ou s'adoucit. Cela n'arrivera qu'en réponse à une punition extrême. Il faut que la punition soit suffisante pour que le peuple israélien comprenne que c'est quelque chose que les sionistes ont provoqué pour Israël et qu'Israël n'a pas besoin d'exister du Nil jusqu'au Pakistan. Le pays n'a jamais eu une population suffisante pour occuper ou contrôler une zone aussi vaste. C'est donc vraiment l'un de ces projets qui n'ont aucun sens. Vous savez, 8, 9, 10 millions d'Israéliens. Ils ne peuvent pas occuper ce qu'on appelle aujourd'hui l'Asie occidentale.
Et comme toujours, lorsqu'ils affrontent le Hezbollah, ils se font battre. Le fait que le Hezbollah ait déjà détruit, je crois, 25 de leurs chars, ce n'est pas inhabituel. Les deux précédentes tentatives des Israéliens d'occuper le sud du Liban ont été des échecs. Le Hezbollah les a repoussés et a détruit leurs chars. Dans un cas, les Israéliens ont fui en laissant derrière eux leurs chars et leur artillerie. L'armée israélienne ce n'est pas vraiment une armée. Elle est efficace pour terroriser des populations sans défense. C'est là sa véritable fonction. Je veux dire, contre qui Israël se bat-il? Ils combattent des femmes et des enfants, et ils bombardent des civils depuis les airs. On ne peut pas combattre les Iraniens de cette manière. Et la nature de la guerre a beaucoup changé à la suite du conflit en Ukraine. Les chars et l'artillerie sont dépassés. Désormais, ce sont les drones et les missiles. C'est donc un grand changement. Cela signifie que par le passé, des milices comme le Hezbollah étaient légèrement armées. Elles n'avaient ni chars, ni forces aériennes, ni beaucoup d'artillerie. Leur manière de combattre Israël était donc très différente. Mais aujourd'hui, avec les drones et les missiles, les chars et l'artillerie sont désavantagés. En résumé, d'après ce que je comprends de la situation, Israël essaye de mobiliser 15 000 réservistes. Mais ce sont des personnes qui ont des entreprises. S'ils quittent leurs entreprises, celles-ci font faillite. Et ce ne sont pas des soldats, ce sont des commerçants. Le Hezbollah est un groupe coriace comme les talibans. Et il semble que les Iraniens soient un peuple coriace. L'armée israélienne n'a pas cette qualité, et l'armée américaine non plus. Je veux dire, nous l'avons prouvé, 20 ans en Afghanistan, et nous n'avons pas réussi à l'emporter sur quelques milliers de talibans légèrement armés, peu importe le nombre d'avions, de bombes et de chars que nous avions. Donc je pense que, si les Iraniens tiennent bon, ils finiront par briser Israël. Et je pense que les élections de mi-mandat vont briser Trump. Son successeur, ayant été témoin de cela, ne sera pas très enclin à s'impliquer dans la poursuite du conflit avec l'Iran. Et si les États-Unis prennent leur distance avec le conflit, il sera difficile pour Trump de le faire maintenant. Je veux dire, il peut faire semblant que nous avons gagné et rentrer chez lui, comme ils l'ont fait en Afghanistan. Mais Trump risque d'être impuissant après les élections de mi-mandat de novembre, car je ne pense pas que les républicains réussiront à conserver la Chambre ou le Sénat. L'Iran n'a donc vraiment qu'à tenir jusqu'à la fin de l'année. S'ils parviennent à rester unis et à ne pas devenir trop libéraux, hésitants, nous voulons un accord de paix, ils peuvent régler cette affaire une bonne fois pour toutes. C'est une occasion qu'ils devraient saisir. Et je pense qu'il existe une contrainte pour Israël et les États-Unis quant à l'utilisation d'armes nucléaires, car les Iraniens ont prouvé qu'ils pouvaient frapper Dimona. D'après ce que je comprends, ils ont frappé une installation nucléaire en activité. C'est un peu comme si on bombardait Israël à l'arme nucléaire, car la radiation et l'explosion sont des choses que les Israéliens ne voudraient absolument pas voir se produire. Et je ne pense pas que les Iraniens feraient cela, à moins qu'Israël ou les États-Unis n'utilisent des armes nucléaires contre l'Iran. Donc je pense que les Iraniens peuvent maintenir leur cap. Et Trump sera parti, et Netanyahou pourrait aussi être parti. Vous savez, il est inculpé, et il appelle des hommes d'affaires à aller se battre au Liban. On ne voit pas bien comment ces hommes d'affaires considèrent que combattre au Liban sert les intérêts d'Israël. En quoi est-ce dans l'intérêt d'Israël?
C'est un peu comme si les Américains, ou du moins certains d'entre eux, commençaient maintenant à se demander pourquoi nous battons-nous pour Israël en Iran. Pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi faisons-nous grimper le prix de l'essence et de l'énergie en général, et donc de tous les prix? Pourquoi faisons-nous cela? Qu'en retirons-nous? Il n'est pas évident que nous en tirions quoi que ce soit. Et je pense qu'il se passe la même chose chez certains Israéliens. Avec Netanyahou déjà inculpé, vous savez, l'enquête sur lui a duré des années, quelqu'un a récemment diffusé des vidéos, à moins qu'elles ne soient générées par l'IA. Elles pourraient l'être de son interrogatoire par la police. D'une manière ou d'une autre, elles ont fuité et elles semblent tout à fait authentiques. Elles sont réelles. Elles sont réelles. Tucker Carlson en a parlé. Oui, d'accord. Eh bien, il est en difficulté. Netanyahou est en difficulté. Et je pense que les Israéliens ont une sorte d'élection en septembre ou plus tard cette année. Vous savez, le parti de Netanyahou est un parti minoritaire, à peine 30%. Il ne faudrait pas grand-chose pour que ça change. Il doit trouver de nouveaux partenaires de coalition. Il pourrait être écarté. Je pense que Trump s'est déjà détruit lui-même et a détruit son mouvement. Ou bien il a laissé Netanyahou l'utiliser et ainsi le détruire. Trump et son mouvement. Vous savez qui aime Trump? Netanyahou. Personne d'autre. Donc je pense que cela dépend vraiment. Si les Iraniens maintiennent une ligne dure et ferme, ils en sortiront vainqueurs, soit en détruisant militairement Israël, soit en poussant le peuple israélien à dire « nous ne voulons rien avoir à faire avec ce projet du grand Israël que les sionistes nous ont imposé ». Ce n'est pas seulement imposé aux Arabes, c'est aussi imposé aux Israéliens. Et maintenant, ils en voient les conséquences. Ils les vivent. Certaines personnes disent que c'est à l'Iran de décider si Tel Aviv finira par ressembler à Gaza. Eh bien, si c'est vrai, je ne sais pas. Mais si c'est vrai, ce n'est certainement pas quelque chose qui rendra le public israélien heureux. Oui. Ils doivent comprendre qu'après toutes ces années à entendre les terroristes, ils n'ont pratiquement jamais souffert. Et maintenant qu'ils agissent réellement contre les terroristes, ils souffrent vraiment. Je ne négligerai donc pas une certaine réaction du public israélien. Nous la voyons déjà aux États-Unis. Je veux dire qui peut se fier aux sondages, mais ceux qui sont publiés montrent que presque personne ne soutient la guerre de Trump contre l'Iran. Il n'y a tout simplement aucun soutien populaire, et cela se reflètera lors de l'élection de novembre. Quant à envoyer des troupes en Iran, c'est risible. Les Israéliens ne peuvent même pas mobiliser 15 000 réservistes. Et Trump a envoyé quoi? Au maximum 15 000 marines. Oui, il semble que le nombre soit actuellement d'un peu plus de 50 000. Ouais, eh bien j'ai vu que l'Iran a déjà 1 million d'hommes et qu'ils viennent d'en mobiliser un autre million. C'est pourquoi je pense que pour ce type, ce serait un suicide total s'il faisait ça. Yvonne Itmeik Massani. Pourquoi? Pourquoi as-tu besoin de faire ça? Que se passe-t-il? Eh bien, la seule raison que je vois pour que Trump puisse le faire, c'est qu'il serait massacré et qu'il pourrait alors mettre les Américains en colère et utiliser des armes nucléaires. Je ne pense pas qu'ils tenteront une invasion. Je repense simplement à l'invasion de l'Irak. Je crois qu'il s'agissait d'une armée américaine d'environ 200 000 hommes. Et bien sûr, l'Irak est loin d'avoir la taille de l'Iran. Et les forces irakiennes n'étaient pas motivées comme le sont les gardiens de la révolution iraniens. La motivation des Irakiens était faible comparée à celle que montre l'Iran.
Donc 50 000 soldats seraient simplement anéantis. Ils disparaîtraient. On ne peut pas faire grand-chose avec 50 000 soldats. Ce n'est rien. Ce n'est rien face à une invasion. Ouais. Et en fait, tu sais, les troupes que nous avions là-bas, d'après ce que je comprends, Nima, ont été retirées des bases parce que ces bases sont indéfendables et elles séjournent dans des hôtels à l'intérieur des villes, à l'intérieur des sheikhats pétroliers et des zones civiles. Et les Iraniens les traquent. De cette manière, la guerre sera ramenée chez les Américains. Tu sais, si un hôtel rempli de soldats américains subit de lourdes pertes, cela aura un effet considérable ici, un effet négatif pour Trump. Je ne vois pas de solution facile pour Trump ou Netanyahou. La seule façon pour eux de s'en sortir, c'est si l'Iran les laisse partir. Nous verrons donc si les Iraniens comprennent que tant que le Grand Israël figure à leur programme, ils sont voués à la destruction. Et pourquoi, lorsqu'on a l'avantage, perpétuer une situation où, tôt ou tard, les Israéliens ont l'intention de vous détruire? En fin de compte, tout dépendra du jugement des Iraniens. Paul, puisque tu as comparé la guerre en Irak à la guerre actuelle contre l'Iran, voici Eric Prince. C'est un ancien marine américain et le fondateur de Blackwater, une société militaire privée. Voici ce qu'il a dit en comparant les deux. Votre assaut initial sur l'île de Karg sera très limité, car ces avions doivent tourner, et cela en supposant que vous n'ayez aucune perte due à la maintenance ou aux missiles. Allez-vous effectuer un largage massif de la 82e sur l'île de Karg? Là encore, c'est plutôt audacieux. Une invasion aéroportée dans un endroit qui dispose de milliers et de milliers de missiles, sans parler du fait que les Iraniens ont appris. Ils ont clairement prêté attention à la guerre moderne des drones et ont déployé des FPV jusqu'au niveau des escouades. On voit d'ailleurs des vidéos montrant les Israéliens, dans le sud du Liban, perdre des chars et des véhicules blindés de transport de troupes face aux mêmes FPV que les Russes utilisent avec une grande efficacité en Ukraine. Donc, encore une fois, un combat contre l'Iran, ce ne sont pas des Arabes, ce sont des Ariens. Ce sont des combattants très intelligents, très compétents, et ce ne serait pas, en comparaison, la promenade de santé que fut celle contre l'armée irakienne que nous avons affrontée. Ouais. Oh, il a raison. Et en regardant comment la guerre a commencé, Paul, tu te souviens, elle a commencé en Iran. Puis nous avons vu la résistance irakienne arriver sur le terrain, car la frontière entre l'Iran et l'Irak est tellement importante. La résistance irakienne, dès le premier jour, a commencé à se battre aux côtés des Iraniens. Avec le temps, on a vu le Hezbollah se joindre au combat. Et il y a seulement 2 jours, nous avons appris que Ansarullah au Yémen avait rejoint la guerre. Oui, les Houthis. Les Houthis, oui. Ils se rallient tous selon une sorte de stratégie de leur part. Ils savent ce qu'ils font. Ils savaient qu'ils détruisaient tous ces radars, et personne n'est intervenu. Ansarullah et les Houthis étaient auparavant en arrière-plan. Ils ne faisaient pas partie du conflit. Maintenant, ils rejoignent la guerre. Et je pense que tout cela a été planifié par les Iraniens. Ils savaient ce qui allait arriver et ils connaissaient le processus à suivre pour combattre les États-Unis. C'est pourquoi tout se déroule. Eh bien, c'est une mauvaise situation pour Israël, car il y a maintenant 3 fronts contre eux et ils n'ont plus de missiles intercepteurs. Nous n'en avons pas à leur fournir, et en plus, les missiles intercepteurs ne semblent pas très efficaces. C'est donc une situation désespérée pour Netanyahou et pour Trump, non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan politique. C'est une situation désespérée, et je trouve incroyable qu'ils aient pu commettre une erreur aussi stupide et imprudente. Pourquoi faire une erreur aussi stupide et imprudente?
Ils ont en quelque sorte provoqué leur propre défaite. Et tout ce que l'Iran a eu à faire, c'est ce qu'il a fait. Simplement, ne pas abandonner. Eh bien, je pense qu'une grande partie de ce qui se passe en ce moment reflète la situation que connaîtra les États-Unis avec le temps. Nous voyons beaucoup de gens critiquer Donald Trump, même au CEPAC. Vous savez, on demandait aux gens s'ils étaient favorables à la destitution de Donald Trump, et on pouvait voir la réaction du public. Voici ce qui s'est passé au CEPAC. Qui voudrait voir des audiences de destitution? Non, ce n'était pas la bonne réponse. Combien d'entre vous voudraient voir des audiences de destitution? Non. Quelqu'un peut-il apporter du café? Oui, tu vois le ton. Je pense que Donald Trump comprend ce qui se passe aux États-Unis. Je ne sais pas à quel point il se soucie vraiment de ce qui arrive, de ce qui se passera lors des élections de mi-mandat et en allant vers les élections de décembre. Je ne sais pas ce qu'il comprend. Vraiment pas. J'ai l'impression qu'il a perdu les pédales. Il me semble être une personne différente de celle qu'il était pendant sa campagne. Totalement, totalement. Et je ne sais pas si quelque chose s'est déréglé dans sa tête, ou si la pression est simplement trop forte, ou s'il est délirant, tu vois. Quand il dit « la loi, c'est ce que je décide, ce que j'ai envie de faire », c'est insensé. Ce n'est pas vrai. Et quand il a fait toutes ces déclarations, qu'il continue d'ailleurs à faire, selon lesquelles nous aurions détruit l'Iran, qu'il n'y aurait plus de cibles, plus rien à frapper, c'est absurde. Je ne peux pas croire que quelqu'un lui dise réellement ça. Nous savons avec certitude que le président des chefs d'état-major interarmés, choisi personnellement par Trump a sorti cet homme de sa retraite pour le nommer président des chefs d'état-major, a conseillé à Trump « N'attaque pas l'Iran. Nous ne sommes pas prêts. » Nous n'avons pas les moyens de soutenir un conflit prolongé. D'une manière ou d'une autre, Trump s'est mis en tête que cela ne durerait pas plus de 3 jours. Donc aucune préparation n'était nécessaire. Eh bien, personne au Pentagone ne lui aurait dit une chose pareille. Alors, d'où cela vient-il? Je ne peux pas imaginer quelqu'un dire « Allez attaquer un pays de la taille de l'Europe de l'Ouest, prêt à riposter, et ne vous préparez pas, car il s'effondra en 3 jours. » Quand c'est arrivé, j'ai su que quelque chose clochait sérieusement quelque part. Et vous avez diffusé l'extrait de Caroline Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche, et elle n'a pas su répondre à la question. La façon dont elle a répondu, c'était « Ne croyez pas les terroristes ». Eh bien, la vraie question est « Qui sont les terroristes? Est-ce l'Iran ou bien les Israélo-Américains? Ce sont les sionistes qui sont les terroristes. Je cherche sans cesse des actes de terrorisme iranien. Où est la longue liste d'assassinats? Je veux dire, Israël et les États-Unis ont une très longue liste d'assassinats. Je ne me souviens pas que les Iraniens aient assassiné qui que ce soit. Je n'ai jamais entendu parler d'une grande Perse. Je n'ai jamais entendu un politicien iranien dire « Nous allons du Nil au Pakistan ». Donc, d'une certaine manière, c'est drôle, mais c'est tragique. C'est tragique parce que beaucoup de choses ont mal tourné aux États-Unis. Vraiment beaucoup. Nous avons eu un grand parti politique, nous avons eu 12 ans de présidents démocrates, Obama et Biden, qui ont insisté pour maintenir des frontières ouvertes. Des millions de personnes qui ne parlent pas anglais, qui ne font pas partie de notre culture, ont afflué dans le pays en s'attendant à recevoir des soins médicaux, de la nourriture et un logement. Tout cela aux frais des Américains déjà en difficulté.
Ils ont des dettes énormes. La Réserve fédérale a publié une étude montrant que 40% des foyers américains ne pouvaient pas réunir $400. Lorsqu'une grande partie de la population vit à crédit, ne payant que le minimum chaque mois, ce qui fait croître leur solde de manière exponentielle. Comment peut-on s'attendre à ce qu'ils prennent en charge des millions de personnes pauvres qui ne parlent pas anglais, n'ont aucune compétence et qui arrivent en masse, saturant les systèmes scolaires et les services d'urgence, tout en ayant besoin de logements ou de cartes de débit pour pouvoir acheter de la nourriture? D'ailleurs, il parlait déjà de tous ces problèmes avant d'arriver au pouvoir, avant d'être élu. Mais depuis qu'il a pris le pouvoir, il parle du Groenland, du Canada, du Mexique, du Venezuela. En ce moment, il dit « Après l'Iran, je vais m'en prendre à Cuba ». Qu'est-ce que c'est que ça? Et qui dirige vraiment à Washington? Ça n'a aucun sens. Je soupçonne que le gouvernement sait que s'ils disent quoi que ce soit, il les renverra, s'en débarrassera et commencera à les insulter, comme il l'a fait avec Marjorie Taylor Greene, Thomas Massie et ce dernier type qui était à la tête du contre-espionnage et de la sécurité intérieure et qui a démissionné, en les traitant tous de noms. Quiconque ne soutient pas ses délires ou ses illusions, quelles qu'elles soient, il le rejette. Alors peut-être que certaines personnes dans ce gouvernement savent mieux, mais elles ne veulent pas perdre leur poste. Oui. Vous savez, c'est une situation difficile pour les gens de l'administration Trump, à moins qu'ils ne soient indépendamment riches, parce que le régime Trump est tellement méprisé par les élites dirigeantes. Aucun d'entre eux ne va embaucher ces gens. Le secrétaire à la Défense, par exemple. Il ne va pas se retrouver à siéger dans 10 conseils d'administration d'entreprise, chacun lui versant $250 000 par an. Ça n'arrivera pas. C'est Caroline Leavitt. Elle n'obtiendra pas un poste de présentatrice à CNN ou ailleurs. Ce sera difficile pour eux parce que le gouvernement est tellement impopulaire auprès de l'establishment libéral. Et nous avons déjà eu Susan Rice, vous savez, la femme noire qui faisait partie de l'administration Obama. Elle a déjà dit « on va tous les avoir, on va tous les attraper ». En d'autres termes, ils vont utiliser la loi comme une arme et les poursuites ne s'arrêteront pas à Trump. Donc c'est une situation vraiment grave. Et il semble tellement absurde que le gouvernement des États-Unis soit une telle marionnette d'Israël qui se soit laissé entraîner dans quelque chose qui détruit la chance qu'il avait de redresser sa propre situation. Fermer la frontière, remettre de l'ordre. Trump a été battu dans le Minnesota. Il a dû renoncer aux expulsions. Il n'a pas pu tenir tête au maire de Minneapolis, ni au gouverneur du Minnesota. Alors où est passé l'ICE? Ils sont allés travailler à la TSA pour que les compagnies aériennes puissent fonctionner. Ce sont des défaites considérables sur le plan intérieur pour le programme de Trump. Et pourquoi? Pour servir Netanyahou. J'espère que les Américains comprennent qu'Israël a détruit le mouvement MAGA et l'espoir que les États-Unis puissent devenir un peu moins fous dans leur politique intérieure et fonctionner davantage comme un gouvernement s'occupant des affaires nationales. C'est perdu maintenant. C'est perdu. Si Trump est fini cet automne, en novembre, alors les démocrates vont ouvrir la frontière et lancer toutes sortes de poursuites. La loi sera complètement instrumentalisée. Ce sera comme une dictature. Et c'est ce que Netanyahou a fait à MAGA. Netanyahou a détruit MAGA. Et Trump était complice. Il l'a permis. Maintenant, pourquoi ne l'a-t-il pas vu? Moi, je l'ai vu. Je suis sûr que nous en avons parlé il y a longtemps. Non, pourquoi Trump ne l'a-t-il pas vu? Pourquoi son gouvernement ne l'a-t-il pas vu? Quelqu'un aurait dû le voir. Paul,
Tu sais, avant de conclure, avant que cette guerre n'éclate, nous pensions que ce commerce des hormones n'était important que pour le pétrole et le gaz. Mais il semble qu'il dépasse désormais le pétrole et le gaz. Il s'étend aux engrais, puis à l'alimentation, et tout devient dépendant de ce commerce des hormones. Comment vois-tu cela? Parce qu'avec le temps, je pense que cette guerre va durer longtemps. Ce sera une guerre continue. C'est pourquoi je pose la question. Comment voyez-vous les impacts de cette guerre, ce qui se passe dans ce commerce mondial des hormones? Vous savez, en termes d'alimentation, de sécurité alimentaire, de sécurité énergétique, tous ces enjeux importants. Par exemple, en Afrique, je dirais qu'aujourd'hui, un député français m'a dit qu'il ne sait pas ce qu'il adviendra de l'Europe, car l'Europe va bientôt faire face à de grandes difficultés. Et je ne sais pas quel est leur plan de leur côté. Ils disent qu'ils ne font pas partie de cette guerre. Mais comment voyez-vous les conséquences de ce qui se passe? Eh bien, clairement, Nima, si cela continue pendant 5 ou 10 ans, sans parler des 20 années que nous avons passées en Afghanistan, il y aura une famine massive et une inflation galopante, les prix étant tirés vers le haut par le manque d'énergie et la baisse du niveau de vie partout. Ce sera particulièrement difficile pour certains pays sous-développés qui ont été pris en main par les intérêts de l'agro-industrie américaine. Des pays comme l'Inde, par exemple, qui comptait autrefois une grande partie de sa population autosuffisante. Les gens cultivaient leurs propres récoltes. L'Inde avait une certaine autosuffisance alimentaire. Et il y a aussi des pays africains qui étaient dans la même situation. Et puis les Américains arrivent et les convainquent. Oh, construisez un barrage, inondez toute la zone où ces gens avaient des fermes, plantez simplement une culture d'exportation, une culture commerciale que vous pouvez vendre à l'étranger. Ainsi, ils ne sont plus autosuffisants en nourriture et ils n'ont plus rien sur quoi se reposer. Si l'approvisionnement en engrais diminue de 30%, je ne sais pas quel effet cela aura sur la production alimentaire. Peut-être qu'elle baissera de 30%, et certaines personnes auront faim. Tous ces pays qui étaient autrefois autosuffisants en nourriture, ils ne le sont plus. Alors que leur arrive-t-il? Ils n'ont plus rien sur quoi se reposer. Je ne pense pas, Nima, qu'à ce stade, cette guerre puisse continuer bien au-delà de mars prochain. Je pense que Trump sera parti. Je pense que les démocrates seront au pouvoir. Et le prix du pétrole, ainsi que le manque d'engrais pour la saison de plantation actuelle, auront déjà causé suffisamment de dégâts. On ne peut pas vendre la guerre, même au complexe militaro-sécuritaire, car il n'y a rien à y gagner. Il y a la famine, les prix de l'essence sont élevés, les gens ne peuvent pas conduire, ils ne peuvent pas livrer les marchandises, les compagnies aériennes feront faillite. Certaines compagnies aériennes américaines échoueront. Un billet d'avion coûtera très cher. La détresse sera très répandue. Donc je ne pense pas que cela puisse continuer. Ce ne sera pas comme la guerre de Poutine en Ukraine qui s'éternise sans fin. Les souffrances causées par cela seront trop importantes. Je pense que tout cela se terminera avec les élections de mi-mandat. Il faudra peut-être un certain temps pour que le nouveau gouvernement soit installé en janvier et commence à fonctionner. Février, mars, vous voyez. Mais je pense que la pression sera forte pour arrêter les dégâts. C'est tout simplement trop important. Je ne pense pas qu'ils diront « Eh bien, nous allons traverser une deuxième saison de plantation avec 30% d'engrais en moins ». Il y a donc des contraintes, à mon avis. Les dégâts touchent trop de gens, trop de pays, y compris les Américains qui ne soutiennent déjà pas la guerre. Et comme je l'ai mentionné plus tôt dans notre conversation d'aujourd'hui, cela se produit maintenant en Israël. Les Israéliens se demandent « De quoi s'agit-il exactement ?»
Tout allait bien tant que rien ne nous atteignait. Donc, It was fine as long as nothing ever touched us. But so if it's long term, s'il s'agit d'une situation à long terme, cela n'a aucun sens, car personne n'en tire profit. Et je ne pense pas que le sionisme, le projet sioniste du Grand Israël, puisse survivre à une situation à long terme comme celle qui est en train de se développer. Vous l'avez décrit, c'est bien cela. Mais ce n'est pas une situation qui peut être maintenue année après année. C'est trop grave. it's too severe. Oui, merci, Paul. Thank you, Paul. As always, great pleasure. Yes. Comme toujours, un grand plaisir. Oui, eh bien merci. Vous m'avez fait réfléchir et j'ai en fait un peu d'optimisme maintenant. Très bien, merci. All right. Thank you. À bientôt, Paul. See you soon. À bientôt. Bye-bye. Enregistrement URL. D'accord. Au revoir. Okay. Bye-bye.